Tonight, we are leaving the European Union. Il est le nouveau visage de la Grande-Bretagne, l'artisan du Brexit. Toujours imprévisible, jamais là où on l'attend. I'll get it. Oh, hi. C'est juste un type drôle et un peu foutraque, qui ne vous fera jamais de mal. C'est un grand acteur. Boris Johnson a très bien utilisé le Brexit pour arriver à ses fins. Arrivé au pouvoir grâce au Brexit, tiendra-t-il sa promesse d'un nouveau rêve britannique? This country is the greatest place to live, the greatest place on earth. Charismatique, séducteur et redoutable tacticien. Quel est vraiment le projet de Boris Johnson? Je ressens une inquiétude croissante que le Premier ministre n'a pas du tout de plan. Now I have to go to dinner. Pour lui, vous savez, tout va bien. Tout va être merveilleux. Boris Johnson a fait un pari. Mais en a-t-il vraiment mesuré tous les risques? We promise to build a stronger union together. A better United Kingdom. Début 2020. Les Britanniques sont sortis de l'Union européenne presque sans s'en rendre compte. Mission accomplie pour Boris Johnson, solidement installé au pouvoir. En plein état de grâce, il regarde d'assez loin ce mystérieux coronavirus venu de Chine, qui pourtant sème déjà la panique dans une partie de l'Europe. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. You'll be pleased to know, and I continue to shake hands. And I think the scientific evidence is, well, I'll hand over to the experts, but our judgment is wash. Washing your hands is the crucial thing. Mais à ce moment-là, pour beaucoup de Britanniques, le Covid-19 est déjà une tragédie. Je m'appelle Neil Hems, je vis à Solihull, pas très loin de Birmingham. Je soutiens Boris Johnson et j'ai voté pour quitter l'Union européenne. Mon père s'appelait Christian Walter, mais pas mal de gens l'appelaient Big Wall parce qu'il mesurait 1,85 m, c'était un grand type. C'était un homme normal, mais c'était mon père. Et pour moi et pour ma famille, il était tout. À la fin du mois de février, il a eu une toux sévère, du mal à respirer avec une forte fièvre. J'ai juste eu le temps de lui dire « Papa, tu te tiens bien dans cet hôpital ». Je lui ai dit ça. Et puis j'ai fait le tour de l'ambulance et par la vitre arrière, j'ai juste salué de la main. Il a levé son bras pour dire au revoir. Il a été admis aux urgences pendant 2 heures et ils n'ont rien pu faire pour lui. Quelques jours plus tard, alors que le pays tout entier s'est finalement mis à l'arrêt, le Premier ministre est à son tour rattrapé par la réalité. I've developed mild symptoms of the coronavirus, and on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positives. C'est le début d'un épisode qui va sidérer la Grande-Bretagne. Number 10 have given relatively few details about the Prime Minister's condition. He was admitted yesterday as a precaution because of the persistent nature of his symptoms. Doctors at St Thomas's Hospital in London decided to move Boris Johnson to a specialist ward last night after his symptoms worsened. Pendant plusieurs jours, l'entourage de Boris Johnson se prépare même à devoir annoncer le pire. Good afternoon. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question. Ouais. Et donc, qui sont ces gens qui sont restés près de toi quand tu étais au plus mal et qui t'ont sauvé la vie? Des gens que tu ne laisseras plus entrer dans le pays avec les nouvelles règles d'immigration.
They're Jenny from New Zealand, Invercargill on the South Island to be exact, and Luis from Portugal, near Porto. Je m'appelle Rachel Johnson. Je suis journaliste à la radio et écrivain. Ici, dans le Royaume-Uni du Brexit. Global Britain. En quelques semaines, la pandémie a plongé la Grande-Bretagne dans sa plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Covid-19 a tué plus de Britanniques que les bombardements allemands. Et la récession économique frappe le Royaume-Uni plus durement encore que les autres pays européens. The economy will contract this year by 11.3%. The largest fall in output for more than 300 years. Chacun réagit différemment face aux difficultés. La Grande-Bretagne a une qualité, celle de se rassembler quand les temps sont durs. C'est ce qu'on appelle l'esprit du Blitz. L'ancien député conservateur Nicholas Soames est le petit-fils de Winston Churchill. La figure tutélaire d'un certain héroïsme britannique à laquelle Boris Johnson ne se prive jamais de faire référence. Si on me dit encore une fois que Boris Johnson est le nouveau Churchill, je vais avoir la nausée, ok? Il est Boris Johnson, c'est le Premier ministre de ce pays, il est dans la même position que Churchill, mais il n'est pas Churchill. Comment pourrait-il être Churchill? Fantastic. We promised to get Brexit done. We left the EU. Now is the moment. Rien n'arrête le bulldozer Boris Johnson. Et certainement pas une pandémie mondiale. Bonjour, ça va bien? Les négociateurs anglais l'ont fait savoir à Michel Barnier, leur interlocuteur côté européen. Pas question de repousser à plus tard la rupture avec l'Europe. Je dois vous dire, même si je n'ai pas participé personnellement à chacune des tables, que je suis très impressionné par la qualité des échanges. On va en crescendo en termes de difficultés. La première était relativement facile, on le savait. Et heureusement, les Britanniques, là, ont montré un petit peu plus d'engagement. Face aux Britanniques, l'Union européenne a mandaté près d'une centaine de négociateurs. Des hauts fonctionnaires de la Commission de Bruxelles, rompus à l'exercice délicat des accords de libre-échange avec de nombreux autres pays. Pour moi, la principale conclusion, c'est qu'ils veulent donner l'impression qu'ils font des concessions alors qu'ils n'en font pas. Voilà, absolument. Mais ils veulent surtout pouvoir montrer ça. C'est un message. C'est ça le... Ils ne veulent pas demander à un seul moment ce que nous on voulait. Hein. Tu vois, c'était qu'eux qui déraillent leur truc en disant ah, mais ça c'est dans votre intérêt alors qu'en soi. Ouais. Et puis ça rentre là, ça ressort tout de suite. Ils me regardent en souriant. Les Britanniques n'ont toujours pas compris que c'est eux qui étaient en situation d'infériorité et que nous étions les puissants. C'est extraordinaire. C'est le Luxembourg négociant un accord de libre-échange avec les États-Unis. Ça ne se négocie pas. Les Britanniques n'ont pas vraiment compris que pour rentrer dans notre marché, ce qui est un écosystème complet qu'ils veulent quitter, pour revenir dans cet écosystème avec leurs produits, avec leurs entreprises, avec leurs salariés, c'est nous qui fixerons les conditions. Le seul domaine dans lequel ils nous tiennent un peu, c'est sur la pêche. J'ai 53 ans. J'ai pêché plus ou moins toute ma vie. Je me suis installé ici depuis 1986. Et c'est là que je pêche. Comme la plupart des pêcheurs de cette petite ville portuaire face aux côtes françaises, Neil Whitney espère que la réalisation du Brexit engendrera un nouvel âge d'or. La renaissance de la nation côtière et prospère que fut la Grande-Bretagne autrefois. Il y a 30 ans, il y avait au moins 80 bateaux dans ce port. Maintenant, on n'est plus que 22. On vit un grand déclin pour le bonheur de l'Union européenne. Parce qu'ils ont décrété que la flotte britannique était en surcapacité. Alors ils nous ont réduit la nôtre et ils ont augmenté la leur.
Avec son chalutier de 12 mètres de long, Neil Whitney ne s'éloigne jamais trop loin des côtes anglaises et de ses eaux très poissonneuses. Si je traversais la Manche, je n'aurais pas le droit d'entrer dans la limite des 12 000 des côtes françaises. Alors que les Français, eux, ont des droits historiques selon l'Union européenne, qui leur donnent accès à notre zone côtière des 6 000. C'est pour ça qu'on a tous voté pour le Brexit, parce que ce n'est pas juste. Pour nous, la pêche, ça fait partie de notre souveraineté. Les Britanniques vendent les 3/4 de leur pêche aux consommateurs européens et consomment principalement du poisson importé. Alors si la Grande-Bretagne veut reprendre le contrôle de ses eaux, elle va devoir changer ses habitudes. Les Britanniques doivent recommencer à manger du poisson. Il faut qu'on devienne comme vous sur le continent, qu'on réapprenne à aimer les produits de la mer. Si on prend les bonnes décisions, alors ce pays va prospérer à nouveau. Les pêcheurs, Boris Johnson n'a cessé de les ériger en symboles. Même s'ils ne représentent qu'une infime partie de l'économie britannique, il les a soutenus jusqu'au bout, au nom de la renaissance d'un passé glorieux, la puissance maritime du Royaume-Uni. Sur une île, c'est la mer qui vous donne vos frontières. C'est ça notre frontière, c'est ça notre pays. Là-bas, c'est l'Angleterre, à 90 km d'ici, plus ou moins. Installée une partie de l'année en Normandie, la journaliste Sonia Purnell a pris ses distances avec l'Angleterre du Brexit. J'espère obtenir la nationalité française, sans abandonner la nationalité britannique. Ce n'est pas que moi, je connais beaucoup d'autres Britanniques qui ressentent la même chose. Mon livre s'appelle L'histoire d'une ambition blonde. Une ambition qui n'a aucune limite et qui en devient impitoyable. Oubliez cette histoire de Brexit, c'est un pro-européen. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Pour lui, c'est juste un moyen d'obtenir le pouvoir. Cette ambition impitoyable serait-elle la seule véritable conviction qui fait courir Boris Johnson? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines, à l'histoire d'un clan qui se rêve en dynastie politique. Un ami de la famille est venu à la maison. Et comme le font les adultes, il a demandé ce qu'on voulait faire quand on sera plus grand. Moi, j'ai répondu que je voulais être une épouse et une mère, parce que je pensais que c'est ce que faisaient les femmes. Et puis il s'est retourné vers Boris et lui, il a dit « Je veux être roi du monde ». J'ai répondu « Quoi? C'est un vrai job? Une femme peut postuler ?» J'ai alors réalisé que la vie était une compétition et que je l'avais déjà perdue. Les Johnson, c'est une famille nombreuse et un peu atypique dans la haute société londonienne. La mère, Charlotte, est artiste peintre. Le père, Stanley, est un haut fonctionnaire, grand défenseur de l'environnement et surtout, un europhile convaincu. En 1973, quand les Britanniques rejoignent la communauté européenne, Stanley Johnson embarque toute sa famille à Bruxelles. Il était l'un des premiers Anglais à rejoindre la Commission européenne, comme commissaire ou fonctionnaire plus exactement. Il y avait des gens très intéressants, un très bon esprit. Je vivais à Uccle, une de ces banlieues verdoyantes et très agréables de Bruxelles. Mes enfants allaient à l'école européenne. Ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris le français et à être de bons Européens. Et nous sommes devenus les bons petits Européens. On a reçu une éducation complètement multiculturelle et polyglotte à Bruxelles.
Mon père nous parlait tout le temps des directives européennes sur les déchets, de la lutte contre la pollution, le contrôle démographique. C'est de ça qu'on parlait à table. À l'âge de 11 ans, un changement radical intervient dans la vie du jeune Boris Johnson. Son père le renvoie en Angleterre, afin qu'il intègre la voie royale de l'élite britannique. Comme Boris Johnson, j'ai été envoyé très jeune dans une école privée en pensionnat. Ce sont des institutions étranges, perverses et cruelles. On est harcelé, on se fait battre avec une canne par les professeurs. C'était des endroits incroyablement cruels et brutaux. Des élèves sont allés dans sa chambre, ont trouvé son passeport et découvert que son véritable nom était Alexander Boris de Pfeffel Johnson. Ils ont raturé le passeport et dit à tout le monde qu'il s'appelait Boris. Et le surnom est resté. Un formidable nom de scène. Et il s'est mis à faire le clown, à raconter des blagues, à faire rire tout le monde. Quel meilleur moyen d'être populaire parmi les adolescents que les faire rire? Et c'est ce qu'il a fait. C'était sa tactique de survie. Il avait été pas mal harcelé et il n'allait plus jamais se laisser faire. Ses parents avaient divorcé. Il s'est formé une personnalité indestructible, imperméable à toute blessure. Et je crois que c'est là que le Boris Johnson qu'on connaît a vu le jour, dans un laboratoire. Johnson était l'élève le plus charismatique de son époque à Eton. Il est arrivé à Oxford très bien préparé. Oxford, c'est l'antichambre du pouvoir. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la prestigieuse université a fourni au Royaume-Uni 10 de ses 14 premiers ministres. Quand vous appartenez à cette caste, vous grandissez dans une vieille demeure, souvent à la campagne. Et puis vous allez à Oxford, qui est aussi un endroit très beau, très médiéval. En fait, vous passez toute votre vie dans ce merveilleux cadre qu'est la vieille Angleterre. Et c'est ce que vous aimez et vénérez. La Grande-Bretagne dans toute sa perfection. Dans ces années-là, Oxford a créé une génération de futurs Brexiteurs et leur a permis de se rencontrer. Boris Johnson était une année en dessous de moi, mais je me rappelle de lui comme quelqu'un qui a clairement imposé sa présence. Un personnage étrange, excentrique, qui s'affranchit des règles et qui prend du plaisir à s'affranchir des règles. Parmi les 25 000 étudiants d'Oxford, Boris Johnson s'est construit une certaine notoriété, qui lui vaut d'être régulièrement moqué dans les colonnes du Cherwell, un journal satirique qui circule sur le campus. Le journaliste Simon Cooper y a écrit ses premiers articles. Son ambition était de devenir président de l'Oxford Union. C'est un club fondé il y a près de 200 ans qui organise des débats. Mais ils organisent aussi des élections chaque trimestre. C'est donc un endroit où une très grande partie de l'élite politique britannique a débuté sa carrière. Ça fonctionne comme un mini-parlement. Des gamins de 18 ans se présentent en redingote et disent « Le membre honorable aurait-il la courtoisie de démissionner ?» Ces gens pompeux et absurdes parlent comme s'ils avaient 70 ans. Assez tôt, il s'est présenté à la présidence contre un gars beaucoup moins chic qui s'appelait Neil Sherlock. Et Boris a fait campagne en disant « Votez pour moi, je suis drôle et charismatique ». Sherlock a fait campagne en disant au contraire « Johnson est un gars de la haute et de droite ». Et Sherlock a gagné. Alors l'année suivante, Johnson n'a pas dit qu'il était conservateur, mais juste un gars sympa, et la seconde fois, il a gagné. I declare the motion overwhelmingly carried, and I close the House at 12:18 a.m. Et c'est ce qu'il a fait plus tard comme politicien. Il a dit à des gens différents ce qu'ils voulaient entendre. Il a dit aux anciens électeurs de gauche du Red Wall dans le Nord industriel « Faites-moi confiance, je vais améliorer votre vie ». Même si ça n'allait pas se révéler vrai, c'est ce qu'il leur a fait croire.
députée du Parti travailliste pendant 15 ans. Ellen Goodman a été battue en décembre 2019 par le Parti conservateur de Boris Johnson. Un séisme politique pour cette région ouvrière. Nous y voici, dans le musée de la mine. Personne dans cette partie du monde n'aurait pu voter pour un gouvernement conservateur à cause de la violence avec laquelle ils ont agressé les gens ici. À l'époque, ils avaient une vraie stratégie pour détruire les communautés ouvrières. Et les gens leur en ont beaucoup voulu. Il y a 35 ans, ces enfants d'ouvriers dénonçaient les briseurs de grève. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont offert aux conservateurs leur plus large majorité depuis Margaret Thatcher. Pour Ellen Goodman, la raison profonde de ce vote historique se trouve de l'autre côté de la rue. Alors ici, on est en plein centre de la ville. Et ça, c'est une galerie commerciale qui est fermée depuis la crise financière de 2008. Comme vous pouvez le voir, c'est complètement déprimant. Cette région, qui autrefois était au cœur de la Grande-Bretagne, au cœur de sa vie industrielle, au cœur de ce qui faisait la puissance de l'Empire, est aujourd'hui à la marge, abandonnée, sans aucun intérêt. Et c'est ça qui symbolise la mise à l'écart de cette population. C'est ça que ça veut vraiment dire. En juin 2016, le nord-est ouvrier de l'Angleterre a exprimé sa colère sociale en votant pour sortir de l'Union européenne. Une hostilité nourrie depuis des années par un discours europhobe, martelé dans les tabloïds et une partie de la presse conservatrice. La thématique fait vendre, et au début des années 90, l'un des auteurs de ces articles à succès est un ancien d'Oxford, devenu journaliste à Bruxelles. En 1992, Boris Johnson a 28 ans. Il est déjà bien installé dans la salle de presse de la communauté européenne. Oui, je crois que les Français ont réussi avec une fantastique embuscade, avec cette histoire de la monnaie unique avant 99. C'était un complot français. J'avais écrit plusieurs enquêtes et comme récompense, j'ai été envoyée travailler à Bruxelles sous la direction d'un certain Boris Johnson. Beaucoup de journalistes à Bruxelles se contentent de retranscrire dans leurs articles ce qui sortait des conférences de presse de la Commission. Il y en avait d'autres qui avaient une approche plus sceptique. Et Boris, lui, y ajoutait une certaine dose d'humour. Il a vu une opportunité, un créneau inoccupé, d'écrire pour le camp opposé. C'est une décision stratégique qu'il a prise. Et d'ailleurs, en privé, il ne s'en cachait pas. Well, Jean, il ne faut jamais laisser les faits arrêter une bonne histoire. Boris a inventé un genre journalistique. C'était celui finalement qu'on appelle aujourd'hui la fake news, qui était à l'époque on appelait ça les euromythes. Il ne détestait pas l'Union européenne, mais il a publié mensonge après mensonge sur l'Europe parce que ça plaisait énormément au Daily Telegraph et ça a incroyablement boosté sa notoriété. Il avait inventé que l'Union européenne, par exemple, allait créer une brigade pour vérifier la bonne courbure des bananes. À l'origine, il y a effectivement un règlement européen qui prévoit des normes en matière de courbure de bananes. Par exemple, au Danemark, allez savoir pourquoi, ils aiment bien les bananes droites. Donc, c'est la catégorie numéro 1, catégorie numéro 2, un peu plus courbe. Puis il y en a qui aiment bien les bananes complètement rondes. Donc, c'est en norme. C'est juste pour faciliter le commerce. Et lui, il avait expliqué qu'on allait créer donc des brigades européennes pour aller vérifier sur place avec un mètre si les bananes étaient bien courbes. Et les gens adoraient ces histoires. Nous adorons entendre à quel point les étrangers sont stupides, irrationnels et ridicules. Parce que nous sommes des personnes rationnelles. Ce que nous attendons, nous, les lecteurs, en premier lieu de la presse,
c'est bien sûr qu'elle fournisse une information aussi exacte possible. La Commission européenne a même dû créer un service spécialisé pour démonter les euromythes britanniques qui avaient commencé avec Boris Johnson. Everything I wrote from Brussels, I find was I was just chucking these rocks over the garden wall. I'd listened to this amazing crash from the greenhouse next door over in England. We're having this amazing explosive effect on the Tory party, and it really gave me this rather weird sense of power. The next mayor of London, Mr. Boris Johnson. Thank you. Après le journalisme, Boris Johnson se lance en politique, au sein du Parti conservateur. Il en devient une figure pour le moins originale et il part au culot à la conquête de la capitale britannique. Londres est traditionnellement plutôt un bastion de la gauche, du Parti travailliste. Alors lui s'est présenté comme Boris le Rouge. Totalement pro-immigration, en faveur d'une amnistie pour les sans-papiers, pour le développement du vélo, partout. Rien de tout ça n'avait beaucoup de substance, mais c'est ce qu'il a fait croire à tout le monde. Et c'est pour ça que beaucoup de gens l'ont élu maire de Londres. L'euroscepticisme se fait entendre de plus en plus fort au Parti conservateur. À un tel point que son chef de file, le Premier ministre David Cameron, finit par appeler les électeurs britanniques à trancher le débat. Rester dans l'Europe ou la quitter. Et bien sûr, le très populaire maire de Londres a senti l'opportunité. But after a great deal of heartache, I don't think there's anything else I can do. I will be advocating vote leave or whatever the team is called. Il pensait à ce moment-là, comme la majorité, la quasi-totalité des commentateurs, que le Remain l'emporterait. Et donc il s'est placé dans le camp de la minorité, mais d'une forte minorité au sein du Parti conservateur, pour un jour prendre le pouvoir au sein du Parti conservateur. We're sending £10 billion a year net to Brussels, some of which is spent on Spanish bullfighting. Do you think that the British taxpayer should be supporting Spanish bullfighting? No! Absolutely not. Pendant la campagne du Brexit, Boris Johnson est au sommet de son art. Il utilise à merveille toutes ces bonnes vieilles recettes, ces outrances, qui avaient fait de lui un journaliste vedette. Convaincu, jusqu'à la dernière minute, d'être bientôt dans le rôle du perdant magnifique. Mais son plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Je pense qu'à ce moment-là, il ne pensait pas qu'il allait gagner. Il a eu la même réaction quand il a gagné à Londres. Il était comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Did you gamble the country's future for your own ends, Boris? Everybody was trying to make up their minds about leaving. Yeah. We'll sort it out, don't you worry. L'Angleterre du Brexit attend Boris Johnson. Mais c'est d'abord Theresa May qui prend les rênes du pouvoir. Today's motion is not about a blind Brexit. It is about a guaranteed Brexit. Pendant plus de 3 ans, le chaos règne à Westminster. La première ministre tente de trouver un accord de sortie raisonnable avec l'Europe. Mais le moindre compromis est systématiquement rejeté, notamment dans son propre camp. Une minorité d'europhobes toujours plus radicale réclame un Brexit toujours plus dur. Et Boris Johnson mène la fronde. It is not too late to save Brexit. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Poussée à la démission, Theresa May laisse la place à Boris Johnson. Le nouveau Premier ministre débarque et il promet. Avec lui, le Brexit se fera, quoi qu'il arrive.
C'est comme si le pays avait commandé un meuble chez Ikea qui avait l'air superbe dans le catalogue. Mais quand il est arrivé, en ouvrant le paquet, il manquait des pièces. Il n'y avait pas les outils adéquats, mais on a décidé de l'assembler quand même. Et parce qu'on a cliqué sur « Envoyer », on a voté à 52% pour sortir, eh bien, on le fait quand même. Boris Johnson entend tout d'abord libérer son pays de la technocratie bruxelloise. Mais tout à son enthousiasme, il a oublié quelques détails d'importance, dont un auquel il n'avait vraiment pas pensé. On ne peut pas livrer des produits au supermarché sans palette ou des médicaments aux pharmacies sans palette. Mon nom est John Dye, je suis directeur industriel et président de l'Association des palettes en bois depuis 16 ans. Les gens ne réalisent pas que tout ce qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne a été à un moment donné sur une palette. Ici, on produit entre 35 et 40 000 palettes en bois par semaine. Pour répondre aux normes internationales, les palettes doivent en principe subir un traitement strict et coûteux. En fait, ça consiste à faire passer les palettes sous une très forte chaleur pour tuer les insectes. On les passe dans une chambre chauffée à 56 degrés pendant 30 minutes et tout le processus prend de 4 à 5 heures. Une procédure contraignante, dont la Grande-Bretagne, en tant que membre de l'Union européenne, était jusqu'à présent dispensée. L'Europe a fait un boulot fantastique pour négocier une exemption à l'intérieur du marché unique, considéré comme un seul pays. Donc pour franchir les frontières, il n'y avait pas besoin de cette certification. C'était un avantage énorme qui marchait formidablement bien pour nous depuis des années. Aujourd'hui, ce fabricant va devoir traiter la totalité de ses palettes, soit 5 fois plus qu'avant. Car depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a perdu cette facilité. Les 60 à 100 millions de palettes qui transitent chaque année entre la Grande-Bretagne et le continent devront en principe se conformer à cette norme internationale. Mon pire cauchemar serait que les douaniers qui contrôlent les palettes ne trouvent pas le sigle dessus et ne les laissent pas entrer en Grande-Bretagne, en France ou aux Pays-Bas. Imaginez tous les camions bloqués avec des produits périssables sur les palettes sans pouvoir rien faire. Ce serait juste un désastre. L'Europe et le Royaume-Uni vont continuer à faire du commerce. Ce sera peut-être plus compliqué, mais les échanges continueront parce que c'est une relation commerciale naturelle. Ils veulent non seulement essayer d'avoir le meilleur du marché unique sans en avoir les contraintes ou les disciplines, et en même temps garder la plus grande liberté. Ils ne pourront plus travailler comme ils le font aujourd'hui dans le marché unique, puisqu'ils en sont sortis. Et que c'est leur choix, c'est pas le nôtre. Et moi, je leur dis good luck. Hein. Boris Johnson a voulu faire croire que sortir de 48 ans d'appartenance à l'Union européenne et remettre à plat plus de 700 traités commerciaux avec le continent serait aussi simple que de préparer une jolie tarte. Pourtant, toutes les questions qui se sont posées lors de la victoire du Brexit en 2016 continuent de se poser aujourd'hui, plus que jamais. C'est l'ironie du sort pour tous ces gens qui ont voté pour Boris Johnson dans l'espoir d'une amélioration parce qu'ils souffraient. J'ai peur qu'ils soient les victimes de cette idéologie. Je suis Gina Miller et je dirige un fonds de gestion de patrimoine. En plein cœur de Londres, le quartier historique de la City abrite la deuxième plus grande place financière au monde. C'est un secteur essentiel de l'économie britannique qui emploie 500 000 personnes. Pour des centaines de banques, de fonds d'investissement, de compagnies d'assurance, Londres était jusqu'à présent la porte d'entrée vers le marché européen.
Beaucoup de grands banquiers, d'hommes expérimentés, m'ont répété que je sous-estimais l'importance de la City, le nombre de transactions qui s'y opèrent. Ils disent avec arrogance que, bien sûr, les pays de l'Union européenne nous donneront accès à leur marché et qu'ils ne peuvent pas faire sans nous. Now, JP Morgan is shifting about 200 billion euros in assets from the UK to Frankfurt because of Brexit. Ceux qui ont soutenu le Brexit, quel était leur plan? À quoi ressemblera l'avenir de la City et des entreprises? We take back control of our laws, borders, money and trade without disruption, and establishes a new relationship with the EU based on free trade and friendly cooperation. Une grande majorité des banques de la City craint de subir des pertes à cause du Brexit. Mais une frange très marginale, elle, attend d'en récolter les fruits. Car elle a tout misé sur la rupture avec l'Europe. Les fonds spéculatifs, ou hedge funds, ont très largement financé la campagne du Brexit en 2016 et permis la victoire de Boris Johnson en 2019. Un petit nombre de donateurs apportent une majorité des financements du Parti conservateur. Certains d'entre eux veulent à tout prix un Brexit sans accord parce que leur business profite du chaos. Je suis Savas Savory, fondateur, chef économiste de Tosca Fund, un fonds qui gère plus de 4 milliards de livres. Je n'entrerai pas dans les détails de ce qu'on fait, mais quand il y a ce genre de choc, ça ne manque jamais de créer des opportunités parce que dès que la livre chute, c'est là que la fête commence. Ces bandits de la finance, ces pirates de la City détestent l'Union européenne parce qu'elle impose des règles. Quand l'euro est arrivé, c'était le drame. Tout l'argent qui se faisait en jouant le franc contre le Deutschmark ou la lire italienne, tout ça s'est évaporé. C'est pour ça qu'ils ont toujours haï l'Union européenne. Avec mes collègues, on savait quels étaient les handicaps de faire partie d'un marché intérieur de 500 millions de personnes qui fermait la porte à 6,5 milliards d'autres personnes. La City ressortira-t-elle de cette année si particulière avec le même visage? Les partisans du Brexit, eux, lui ont déjà trouvé un nouveau surnom. Singapour sur Tamise. Ils rêvent que la Grande-Bretagne connaisse le même succès que la petite cité asiatique, en attirant l'argent du monde entier. Des ministres très haut placés du gouvernement me l'ont dit. On va sans doute devoir fermer les yeux sur certaines choses pour attirer les investissements. Fermer les yeux sur le blanchiment, l'opacité financière et l'évasion fiscale. C'est la grande crainte de John Christensen. Il a été l'un des premiers en Grande-Bretagne à lutter contre ces pratiques. L'idée de Singapour sur Tamise, c'est que la Grande-Bretagne devienne une sorte de plateforme offshore. Vous aurez un pays avec très peu de régulation et une très faible fiscalité. Une Grande-Bretagne transformée en un grand paradis fiscal. Les Brexiters les plus radicaux brandissent cette menace pour faire du chantage avec l'Europe. Ils veulent obliger Bruxelles à laisser la City avoir accès au marché européen sans en subir les contraintes. Si vous laissez le Royaume-Uni dehors, son gouvernement fera du dumping fiscal. Il utilisera cet outil pour attirer les entreprises sur son sol. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Vous voulez un voisin qui utilise sa fiscalité et sa monnaie pour fermer vos usines? Des millions de personnes pourraient potentiellement perdre leur travail à cause de ça. C'est comme une bombe à retardement. Elle ne va peut-être pas exploser tout de suite, mais quand elle explosera, peut-être d'ici une vingtaine d'années, alors les dégâts seront énormes. Nous ne sommes pas naïfs. Il y a du côté
d'un certain nombre de responsables du parti Tory, du parti conservateur, cette idée qu'ils pourraient nous concurrencer. Nous nous défendrons. La City sera-t-elle demain le champ de bataille d'une future guerre économique dévastatrice entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Boris Johnson, lui, n'aime pas les scénarios sombres. L'homme fort du pays veut emmener la Grande-Bretagne vers un avenir plein d'optimisme. Je pense qu'il s'est convaincu lui-même qu'il pouvait tout avoir, que nous pouvions tout avoir, le beurre et l'argent du beurre. Et tout ce psychodrame qu'on a vu depuis 2016, où il a été répété à l'infini que nous ne pourrions pas tout avoir, que nous allions devoir choisir. Il n'est pas ce genre de personne. Pour lui, tout va bien, tout va être merveilleux. En février 2020, il dévoile sa feuille de route pour la Grande-Bretagne post-Brexit. Plutôt que des annonces concrètes, chiffrées et ennuyeuses, il préfère le lyrisme, dans un décor somptueux. I invite you first of all to do what I'm sure you've done before, is to raise your eyes to the heavens, because the Vatican has Michelangelo, Greenwich has Thornhill, and he's left us this gorgeous and slightly bonkers symbolic scene that captures the spirit of the United Kingdom in the early 18th century. Today, we know where we want to go, and that is out into the world. Boris Johnson est un internationaliste. Il n'est pas un isolationniste. Il voit le monde bien au-delà de l'Europe parce qu'en réalité, l'économie de l'Europe et sa démographie sont pauvres. This country is leaving its chrysalis. We are re-emerging after decades of hibernation as a campaigner for global free trade. À l'époque victorienne, la Grande-Bretagne avait un immense empire. Elle était vraiment globale. Ce n'était pas cette caricature fabriquée par des stupides communicants. C'était une réalité. En 1921, l'Empire britannique est à son apogée. L'Union Jack flotte sur le quart des terres émergées du globe. De l'Australie au Canada, en passant par l'Inde et l'Égypte, un humain sur 4 est à l'époque un sujet de la couronne britannique. Tout cela a disparu, bien sûr, mais l'impact que ça a laissé sur la Grande-Bretagne et sa psychologie collective est très profond. Je ne me souviens plus quel Américain, Dean Acheson, je crois. Il disait que la Grande-Bretagne avait perdu un empire, mais n'avait toujours pas trouvé de rôle. C'est tout à fait vrai. We will reach out to the Commonwealth, which now has some of the fastest growing economies in the world. It was fantastic. Ce qu'il s'est passé quand on a rejoint l'Union européenne, c'est qu'on a quasiment abandonné la plupart de ces pays. Ce sont de vieux amis, des alliés, et ils nous en ont voulu. Depuis, ils ont développé leur commerce tout seuls, et c'est une bonne raison pour que nous reprenions notre place à la tête du Commonwealth, parce qu'ils comptent beaucoup pour nous. Boris est un incorrigible romantique. Il fait l'éloge du génie britannique qui s'est libéré après la révolution industrielle. Mais ça ne s'est pas passé que par le mérite ou la technologie. Ça s'est aussi passé par la force des armes, la fourberie et la duplicité. Je m'appelle Shwapan Dasgupta. Je suis membre de la Chambre haute du Parlement indien depuis 2016. Qu'est-ce que le Commonwealth? C'est un club international parmi d'autres. Au mieux, je le décrirais comme une union de pays qui ont l'anglais comme langue commune. Mais à part ça, ça n'a aucun intérêt majeur.
Et que peut-on en tirer? Je pense que l'un des problèmes du Commonwealth, c'est qu'il est beaucoup trop contrôlé par Londres. Il y a cette idée que tout le monde va accueillir le Royaume-Uni à bras ouverts. En fait, après le Covid, j'ai bien peur que le protectionnisme ne devienne la norme. La plupart des pays vont avoir la même préoccupation, se protéger et protéger leurs citoyens. Alors pourquoi se soucieraient-ils des Britanniques ? Ce sera un partenaire commercial. Il y a des domaines très attractifs au Royaume-Uni pour l'Inde. Nos liens historiques, par exemple, mais le marché européen est beaucoup plus vaste. Moi, je pense que lorsqu'on est seul, dans le monde d'aujourd'hui, on est en risque d'être sous-traitant et dominé par les plus forts. Il faut être patriote et européen, sinon on est foutu. Sinon on n'existe plus, on est sous-traitant et sous influence des Américains et des Chinois définitivement. Mais avant de se lancer à la conquête du monde, Boris Johnson a devant lui un défi existentiel. Maintenir coûte que coûte l'unité du royaume. Le gouvernement considère comme acquis que l'unité du Royaume-Uni survivra au Brexit. Mais rien ne le garantit, c'est même plutôt le contraire. L'Angleterre pourrait se retrouver toute seule, encore plus petite, encore plus affaiblie. Après une première tentative en 2014, l'Écosse n'a jamais été aussi proche de redevenir une nation indépendante et de mettre fin à plus de 3 siècles d'appartenance au Royaume-Uni. Je m'appelle Morag Williamson. Je vis à Édimbourg. Je suis professeure à la retraite. J'ai voté oui à l'indépendance en 2014, après beaucoup d'hésitations. On nous disait il faut rester au sein du Royaume-Uni parce que si vous sortez, vous quittez aussi l'Union européenne. C'est un argument fort. Mais quand on a perdu la bataille du Brexit, c'est alors devenu évident que la meilleure chose à faire, c'était de devenir indépendant. Morag Williamson manifeste régulièrement dans les rues d'Édimbourg. Depuis 1999, l'Écosse dispose de son propre parlement. 500 mètres plus loin, elle retrouve un petit groupe de militants indépendantistes, réunis devant un bâtiment flambant neuf que le pouvoir central de Londres a fait sortir de terre il y a quelques mois. C'est un symbole de la prise de contrôle par le gouvernement de Londres. De la même façon que ce qu'ils font avec la loi sur la frontière irlandaise. J'appelle cet endroit le bureau colonial britannique parce qu'on est traité comme une colonie. Depuis le Brexit, il y a 4 ans, les indépendantistes enchaînent les démonstrations de force. Et le soutien des Écossais pour l'indépendance ne cesse de grandir. En mai prochain, ils retourneront aux urnes pour élire leurs députés. Une victoire du camp indépendantiste pourrait ouvrir la voie à un nouveau référendum. En Écosse, on a une porte de sortie, la possibilité de l'indépendance. Si on obtient notre indépendance, la réunification irlandaise sera également possible. Il y a aussi le mouvement indépendantiste du Pays de Galles. En fait, le Royaume-Uni va imploser. C'est juste une question de temps. C'est comme l'histoire du roi Alfred qui a vendu son royaume pour un bol de soupe. On vend notre royaume pour une bouchée de pain. Est-ce que ça en vaut la peine ? Vous savez qui je suis et qui est ma famille. Et pourtant, cela fait plusieurs années, depuis 2016, que je ne vois pas une seule bonne raison de quitter l'Europe.
On nous a donné ce référendum sur le Brexit, mais nous, on n'a rien demandé. On nous a dit de choisir rester ou sortir. Mais la majorité de la population du pays, si on ne lui avait pas donné ce choix, aurait continué à vivre sans problème. Maintenant, on fait face à des questions de vie ou de mort. Et le Brexit, franchement, moi, je ne veux plus en entendre parler. Boris Johnson n'a jamais manqué de rien. Il ne sait pas ce que c'est que d'être de l'autre côté de la rue. C'est un problème parce qu'il fait courir des risques à la majorité des gens, des risques qui ne vont jamais l'affecter lui-même. Un jour, quelqu'un prendra le temps d'écrire l'histoire de ce qui s'est passé. Un grand historien, pas un foutu journaliste. Parce que jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi Boris a pris la tête de la campagne pour le Brexit. Deuxièmement, je ne comprends toujours pas pourquoi les Britanniques ont voté pour sortir. Et puis enfin, nous sommes dans une situation très difficile. Le monde entier est dans une situation difficile, mais nous, plus que les autres. Let's get Brexit done.